Ma mère bloquait physiquement l'entrée du bureau de l'avocat, la main plaquée contre le lourd cadre en chaîne. Attends dans le couloir, Cassandra. Elle ricana, sa voix débordant de mépris dédaigneux. Cette lecture est pour la vraie famille, pas pour le personnel de maison. Je me suis tournée pour partir, m'attendant pleinement à passer encore un après-midi traité comme une étrangère. Mais avant même d'avoir fait 2 pas, l'avocat ajusta ses lunettes, regarda directement ma mère et dit d'un ton tranchant: Non, Victoria, elle reste. En fait, si Cassandra n'est pas assise sur cette chaise, cette lecture n'aura pas lieu. Le sourire narquois de ma mère s'évanouit instantanément, et le sourire arrogant de mon frère se transforma en pure confusion. Suivez mon histoire jusqu'au bout et écrivez en commentaire la ville depuis laquelle vous regardez pour que je voie jusqu'où mon histoire est parvenue. Vous n'allez pas croire ce qu'il y avait dans cette enveloppe. Je m'appelle Cassandra Turner. J'ai 32 ans et pendant plus d'une décennie, j'ai été traitée comme du personnel de maison invisible par ma propre chair et mon propre sang. Après les funérailles de ma grand-mère Evelyn, ma mère Victoria et mon frère Julian sont entrés d'un pas assuré dans le bureau de l'avocat, Maître Sterling, avec des sourires suffisants et triomphants, prêts à réclamer ce qu'ils croyaient être légitimement à eux. Pendant 12 longues années, j'avais pris soin de ma grand-mère Evelyn à travers son déclin de santé, gérant ses rendez-vous médicaux, cuisinant ses repas et tenant sa maison, tandis que Victoria et Julian la traitaient comme un distributeur automatique gênant. Maintenant, assise dans ce fauteuil en cuir face à Maître Sterling, je réalisais que ma grand-mère avait tout observé. Pour bien comprendre à quel point ce moment dans le bureau de l'avocat fut doux, il faut comprendre le cauchemar que j'avais vécu pendant la dernière décennie. Depuis que mon père est mort quand j'avais 20 ans, ma mère, Victoria, avait clairement fait comprendre qu'un seul enfant comptait dans notre foyer, mon frère, Julian. Julian était l'enfant chéri qui ne pouvait rien faire de mal. Ma mère a vidé ses économies pour lui acheter des voitures de sport, de sport de luxe, financer ses entreprises ratées et rembourser ses dettes de carte de crédit. Pendant ce temps, on attendait de moi que je travaille 2 emplois à temps partiel juste pour payer mes propres frais de scolarité, tout en faisant toutes les courses de la famille. Quand la santé de grand-mère Evelyn a commencé à se détériorer, il y a 10 ans, Victoria et Julian y ont vu une opportunité. Ils l'ont installée dans une petite suite d'invités sur notre propriété, prétendant que c'était par amour. Mais en réalité, aucun des deux ne passait plus de 5 minutes par semaine avec elle. Julian ne passait que lorsqu'il voulait subtiliser un billet de 100 dans son sac à main. Et ma mère ne lui rendait visite que lorsqu'elle voulait que grand-mère signe de l'argent pour le loyer de Julian. Le vrai travail de s'occuper d'une femme âgée et malade retombait entièrement sur mes épaules. Je lavais ses vêtements, préparais 3 repas par jour selon ses besoins alimentaires stricts, gérais 12 prescriptions médicales différentes et lui tenais la main lors de visites terrifiantes aux urgences en pleine nuit. Chaque fois que je demandais de l'aide à ma mère ou à Julian, Victoria me lançait un regard noir et disait: « Tu es sa petite fille, Cassandra. Arrête d'être égoïste. La famille fait des sacrifices. » Il me traitait comme du personnel de maison non payé et sous-estimé, totalement convaincu que lorsque grand-mère mourrait, sa succession de 2 millions de dollars leur reviendrait directement. Ils ne savaient pas que, pendant qu'ils étaient occupés à l'ignorer, grand-mère et moi partageons de tranquilles conversations nocturnes qui allaient changer nos vies à jamais. Maître Sterling s'éclaircit la gorge, sortant un épais classeur relié de cuir de sa mallette. Le son lourd et formel du papier qu'on tourne résonna dans la pièce silencieuse. Ma mère se redressa, croisant les bras et rejetant la tête en arrière avec un air triomphant. Julian se pencha en avant sur sa chaise, tapant ses chaussures italiennes en cuir verni contre la moquette, salivant presque à l'idée du versement. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la lecture du dernier testament d'Evelyn Beatrice Vance, commença Maître Sterling, sa voix calme et méthodique. En tant qu'exécuteur de cette succession, il est de mon devoir légal de lire ces dernières volontés exactement telles qu'elles ont été enregistrées et validées par 2 témoins indépendants. Ma mère poussa un long soupir théâtral. « Oh, épargnez-nous le charabia juridique, Arthur. On sait tous comment ça marche. » Evelyn voulait que Julian ait la maison et le compte liquide pour qu'il puisse développer son entreprise. Et je reprends les investissements privés. Montrez-nous juste où signer pour qu'on puisse sortir d'ici. Julian hocha la tête avec empressement. Ouais, Maître Sterling, j'ai déjà des acheteurs en attente pour la maison principale. Alors, accélérons les choses. Maître Sterling les regarda par-dessus ses lunettes avec un dédain tranquille, totalement indifférent à leur impatience. Victoria, je vous conseille de rester silencieuse jusqu'à ce que j'aie terminé la lecture.
La loi exige une transparence totale, et chaque phrase de ce document a une valeur légale. Il revint à la page et commença à lire les distributions initiales standards. Il énuméra quelques objets sentimentaux mineurs. Un service à thé en argent donné à une vieille amie du lycée, une collection de livres anciens offerte à la bibliothèque locale, et un petit don caritatif au centre de soins palliatifs qui nous avait aidés durant les dernières semaines de grand-mère. À chaque objet mineur nommé, les yeux de ma mère roulaient de plus en plus loin dans leurs orbites, tandis que Julian regardait sans cesse sa montre de designer, totalement inconscient de la tempête qui se préparait juste devant eux. Maître Sterling marqua une pause, prenant une gorgée délibérée d'un verre d'eau avant de se tourner vers la section principale du document. L'air dans la pièce devint pesant, chargé d'un changement soudain et palpable de tension. Nous passons maintenant à la section 4, déclara Maître Sterling, sa voix descendant d'une octave, chargée d'une gravité indéniable. Concernant les biens immobiliers principaux, les comptes liquides et les portefeuilles d'investissement privés détenus au sein de la fiducie révocable de la famille Vance. Ma mère se redressa encore plus, ajustant son collier de diamants. Enfin, murmura-t-elle, lançant un regard triomphant dans ma direction. 8 mois avant son décès, poursuivit Maître Sterling, regardant directement Victoria, Evelyn Vance m'a convoqué à sa résidence pour exécuter un codicille formel et juridiquement contraignant à son testament original. Cette modification a été faite en pleine capacité mentale, vérifiée et signée par 2 médecins certifiés indépendants. Le pied tapant de Julian se figea soudainement. « Attendez, un codicille? Qu'est-ce que ça veut dire? » Maître Sterling ajusta le papier dans ses mains et commença à lire les mots exacts de ma grand-mère directement à partir de la page. Il m'est apparu, au cours des dernières années de ma vie, que ma fille Victoria et mon petit-fils Julian considèrent mon existence non pas comme une relation à chérir, mais comme une transaction financière à calculer. Je suis restée allongée dans mon lit à les entendre discuter de la liquidation de ma maison alors que je respirais encore dans la pièce d'à côté. J'ai regardé comment ils traitaient ma petite fille Cassandra comme une domestique non payée, alors qu'elle sacrifiait sa jeunesse, son ambition et sa tranquillité pour me soigner durant mes heures les plus sombres. Le visage de ma mère se vida de toutes couleurs, comme si elle avait reçu une gifle. C'est absurde. Elle était confuse. Cassandra l'a manipulée. « Silence, Victoria », lança sèchement Maître Sterling, abattant son poing sur la table avec une autorité qui résonna contre les murs. « Je lis un document légal assermenté. Si vous m'interrompez encore, je ferai appel à la sécurité pour vous escorter hors de ce bâtiment immédiatement. » Julian fixait le bureau, la mâchoire pendante, tandis que ma mère haletait, complètement dépassée par le fait d'être remise à sa place. Maître Sterling s'éclaircit à nouveau la gorge et reprit sa lecture, ses yeux perçants parcourant les termes juridiques. Par conséquent, je révoque par la présente toutes les dispositions antérieures accordant des biens immobiliers ou des capitaux liquides à Victoria Vance et Julian Vance. La résidence principale, évaluée à 1,4 million de dollars, ainsi que les comptes d'investissement privés secondaires totalisant 800 000 dollars, doivent être placés immédiatement dans une fiducie irrévocable de constitution. Ma mère agrippa le bord de la table de conférence si fort que ses jointures devinrent d'une blancheur spectrale. « Qui ici est le fiduciaire? » exigea-t-elle, sa voix se brisant de pure panique. « Qui reçoit la maison? » Maître Sterling regarda par-dessus ses lunettes, son regard se posant carrément sur moi. « L'unique bénéficiaire principale et fiduciaire désignée de la succession de la famille Vance est Cassandra Turner. Elle reçoit la pleine propriété non grevée des biens immobiliers, de tous les capitaux liquides, et l'autorité complète sur tous les biens matériels. « Quoi? » hurla Julian, bondissant de sa chaise si vite qu'elle se renversa sur la moquette. « C'est une moins que rien. Elle n'a même pas un vrai travail. J'ai 200 000 dollars de dettes d'entreprise qui arrivent à échéance le mois prochain. Vous ne pouvez pas toutes lui donner. Votre grand-mère était pleinement consciente de vos dettes, Julian, déclara froidement Maître Sterling. Ce qui m'amène à la clause conditionnelle vous concernant, vous et votre mère. Evelyn a alloué une allocation unique de 5 000 dollars chacun pour Victoria et Julian. 5 000 dollars? Hurla ma mère, sa voix résonnant contre les parois vitrées du bureau. Ça couvre à peine ma mensualité de voiture pendant 2 mois. C'est un scandale. Elle était folle. L'allocation, poursuivit Maître Sterling, ignorant complètement son éclat de voix, est strictement conditionnée à ce que vous signiez tous les deux une renonciation complète à toute réclamation et que vous quittiez les logements d'invités sur la propriété dans les 48 heures.
Si vous tentez de contester ce testament, la location est perdue et la fiducie est chargée de poursuivre en justice pour tout fonds non autorisé prélevé du vivant d'Evelyn. La salle de conférence sombra dans le chaos total. Ma mère abattit ses 2 paumes sur le bureau en acajou, les yeux écarquillés et fou de rage. « C'est une arnaque! » hurla-t-elle, sa voix se brisant en un cri incontrôlé. « Cassandra l'a manipulée. Elle a drogué ma mère. Elle l'a endoctrinée. Je vais engager le meilleur avocat de la ville, Arthur, et je vais vous poursuivre, vous et cette fille inutile, jusqu'à ce que vous soyez ruinés. » Julian hyperventilait, faisant les 100 pas dans la pièce en se tenant la tête. « Maman, tu ne comprends pas, » haleta-t-il, la voix tremblante de terreur pure. « Les agents de recouvrement, ils vont saisir ma voiture. Ils vont s'en prendre à mes comptes. On était censé les rembourser aujourd'hui. » Maître Sterling ne broncha même pas. Il glissa lentement la main dans sa veste de costume, sortit une épaisse enveloppe de parchemin scellé et la posa à plat au centre de la table. Evelyn avait anticipé votre réaction, Victoria, dit Maître Sterling avec un calme glacial. Elle a laissé une dernière lettre qui vous est adressée directement et elle m'a explicitement demandé de la lire à voix haute en cas d'éclat de voix. Ma mère se figea, la poitrine haletante, tandis que Maître Sterling décachetait l'enveloppe et dépliait le papier. Victoria, lut-il, sa voix portant l'autorité calme d'un juge prononçant une sentence. Si tu entends ces mots, cela signifie que tu as fait une crise, exactement comme je l'avais prévu. Pendant 10 ans, tu as cru que j'étais aveugle et sourde. Tu as cru que je ne remarquais pas les milliers de dollars que tu transférais secrètement de mes comptes pour couvrir les dépenses inconsidérées de Julian. Tu as cru que je ne t'entendais pas me traiter de fardeau dans la cuisine pendant que Cassandra était à la pharmacie pour aller chercher mes médicaments. Chaque fois que tu m'as volé, je l'ai noté, chaque reçu, chaque virement bancaire, chaque fausse facture que tu as fabriquée est documentée et enfermée dans le coffre de Maître Sterling. Essaie de contester ce testament, Victoria, et ces documents seront remis directement au procureur. La mâchoire de ma mère tomba. La rage ardente dans ses yeux s'évapora instantanément, remplacée par une terreur froide et suffocante. Victoria s'effondra dans son fauteuil, complètement brisée et silencieuse. Julian glissa au sol contre le mur, fixant le tapis d'un regard vide alors que la réalité de sa ruine s'installait. Ils savaient toutes les deux qu'ils étaient complètement piégés. Maître Sterling fit glisser un stylo sur la table vers eux. Signez la renonciation et prenez les 10 000 $ au total ou partez les mains vides et préparez votre défense pour la police. Vous avez 2 minutes pour décider. D'une main tremblante, ma mère signa le document, suivi d'un Julian pâle et sans voix. Ils saisirent leur chèque et quittèrent précipitamment le bureau sans se retourner, humiliés et dépouillés de leur arrogance. Je suis restée assise un moment dans le bureau silencieux, prenant une profonde inspiration de liberté pour la première fois de ma vie. Grand-mère Evelyn ne m'avait pas seulement laissé une succession, elle m'avait rendu ma vie, me protégeant de la même manière que je l'avais protégée. Qu'auriez-vous fait à ma place? Leur auriez-vous donné une seconde chance ou les auriez-vous laissés affronter les conséquences? Dites-le moi en commentaire. Merci d'avoir suivi mon histoire jusqu'au bout.